Aujourd'hui, on aborde un sujet d'ordre politique, le projet de loi sur la laïcité de l'État. Il y a 4 principes sur lesquels repose ce projet. 1. La séparation de l'État et des religions. 2. La neutralité religieuse. 3. L'égalité de tous les citoyens et citoyennes. 4. La liberté de conscience et la liberté de religion. Parmi les éléments importants, on retrouve l'interdiction de port de signes religieux pour les personnes en position d'autorité, y compris le personnel enseignant, les directeurs et directrices dans les établissements primaires et secondaires publics. On ajoute aussi les services à visage découvert. On va en apprendre un peu plus à l'instant. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui peut susciter chez certaines personnes des réactions émotives. On va parler du projet de loi sur la laïcité de l'État. Je pense que c'est important d'avoir une conversation ouverte, respectueuse, mais qui n'a pas peur d'aller dans le vif du sujet. Je vous présente mes invités aujourd'hui. Hadi Sow, que vous reconnaissez sûrement, animatrice ici à la TV Laval. Tu es aussi directrice chez Opal Communication. Et tu as travaillé dans le passé comme attachée de presse pour le NPD. Oui, attachée politique. Bonjour. Bonjour. Nour Jaffal, qui est étudiante en action culturelle. Bonjour, Nour. Allô. Et finalement, Michèle Sirois, qui est anthropologue. Vous êtes aussi coordonnatrice pour le Rassemblement pour la laïcité et vous avez fondé l'Organisation pour le droit des femmes du Québec. Oui, avec plusieurs autres femmes aussi. Oui, voilà. Merci à toutes les trois d'être présentes. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je pense que c'est important que les téléspectateurs comprennent le projet de loi sur la laïcité de l'État. Michèle, quels sont les 4 principes fondamentaux sur lesquels repose ce projet de loi? OK. Alors, je vais les expliquer assez rapidement, n'est-ce pas? Le premier point, c'est la séparation entre de l'État et des religions. C'est comme ça qu'est présenté le projet de loi 21. Oui. Ça se fonde, ça suit, en fin de compte, 3 valeurs fondatrices du Québec moderne. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai regardé mon petit papier, pour vous citer exactement, pour vous dire que ce projet de loi n'est pas neuf. Cette idée de séparation entre la religion et l'État nous vient de très loin au Québec. Même en 2008, en février 2008, en ouvrant la commission Bouchard-Taylor, M. Jean Charest a fait une déclaration solennelle suivante, puis je vais vous la dire, vous allez voir que c'est pas neuf. L'égalité, il parle des valeurs fondatrices du Québec. L'égalité entre les femmes et les hommes, la primauté du français et la séparation entre l'État et la religion constituent des valeurs fondamentales. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun accommodement, elles ne peuvent être subordonnées à aucun autre principe. Donc, vous voyez que Parti libéral, Parti québécois, Parti CAQ, ce projet de loi dépasse les partis et non partisans. OK? Alors, donc, c'est un projet qui est nécessaire dans un contexte où la religion revient. Deuxième principe qui est énoncé dans la loi, c'est la neutralité religieuse de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une neutralité de fait, mais aussi une neutralité d'apparence. Alors, donc, ça pose des questions de devoir déjà exister dans la loi des restrictions pour qu'on ait, les employés aient un devoir de réserve politique. Là, on ajouterait un devoir de réserve religieux. OK? Donc, c'est déjà, on accepte déjà que de restreindre des libertés pour les libertés d'expression politique. Et ça veut dire neutralité religieuse à ce moment-là, de mettre les lois démocratiques au-dessus des lois, des dictats religieux, au-dessus des lois religieuses. Troisième principe, c'est l'égalité de tous les citoyens et toutes les citoyennes. Donc, pas de privilège, que ce soit pour des croyants ou des non-croyants. Personne n'a de privilège religieux ou non religieux, là. Il faut respecter, donc, la diversité, mais ne pas faire de différence de droit entre les différents groupes dans la société, que tout le monde soit dans l'égalité. Et le 4e principe, c'est la liberté de conscience et la liberté de religion. Et ça se trouve dans l'article 3 de la Charte des droits et libertés, ces 2 libertés-là. Mais le problème arrive qu'est-ce qu'on fait quand la liberté des uns va contre la liberté de d'autres.
Donc, comment on règle cette question de quand c'est contradictoire? Surtout quand il s'agit des enfants. Déjà, la Commission des droits de la personne, en 1999, avait dit qu'il fallait que les crucifix étaient attentatoires contre la liberté de conscience des enfants. Oui. Qui le regardaient mais ils ne le regardaient pas à la journée longue. Alors, que peut-on dire d'un professeur qui porterait des signes religieux? Bien sûr que... il y a un lien affectif, l'enfant, avec son professeur. Donc, si le crucifix était considéré attentatoire à sa liberté de conscience de l'enfant, que dire des professeurs qui enseignent? Donc, c'est l'esprit des 4 principes de la loi 21. Et là, comment cette loi va s'appliquer, Adi? Au niveau des règlements, qu'est-ce qu'on... C'est ça que je voudrais qu'on nous explique, parce que déjà, les 4 principes sont des principes qui sont en conflit. Quand on parle de la liberté de religion, puis qu'on parle de neutralité, la neutralité religieuse, et ça, c'est une définition de la Commission des droits de la personne, la neutralité religieuse de l'État vise à garantir l'égalité entre les différentes confessions religieuses et à protéger la liberté de conscience et de religion de chaque personne. Donc, ce projet de loi est en contradiction avec cette liberté. Maintenant, on peut disserter beaucoup sur l'influence sur les enfants. Ça aussi, c'est quelque part faire preuve comment on appelle ça, de mépris pour les parents. Moi, mon enfant va à l'école, OK? Elle a 8 ans et demi, son éducation se fait à l'école et chez moi. Okay? Donc, ce n'est pas parce que la personne va être toujours en contact avec un enseignant qui est punk ou qui est voilé ou qui est agnostique que l'enfant va devenir agnostique. Donc, il faut quand même donner un certain crédit aux professionnels qui travaillent. Donc, quelque part, moi, c'est comment on l'applique. Est-ce qu'on va se mettre à appeler la police, comme l'a suggéré la ministre Guilbeault? Je ne vois pas comment cette loi peut s'appliquer si ce n'est en créant la zizanie dans la société. Michel? Je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Parce que la zizanie vient justement depuis longtemps du fait que les gouvernements n'ont pas eu le courage, moi je salue le courage du gouvernement actuel, le courage de dire oui, il va y avoir, on est dans une société qui s'en va vers non pas de l'homogénéité, mais de la diversité. Et c'est très positif. Mais pour gérer une diversité et ne pas arriver à des conflits comme on voit dans certaines sociétés, dont moi j'ai visité le Liban, et le Liban, ils n'ont pas mis de régime de laïcité, mais ils sont toujours sur la corde raide et toujours en tension, une religion par rapport à une autre. Ouais. Alors donc, c'est au contraire, il faut en finir avec la zizanie, il faut effectivement mettre des points clairs et respectés. Il y a eu la même chose des années 70 pour la langue française. Oui. Les enfants, maintenant, il y a des gens qui se présentent comme les enfants de la langue française, les enfants de la loi 101. Bien, moi, je pense que c'est passé dans les mœurs, puis tout le monde, personne ne voudrait revenir en arrière où il y avait des batailles entre les langues. Maintenant, c'est clair, la primauté du français, c'est une province qui parle français. Et c'est la même chose. Comme Jean Charest a dit, ou la CAQ, c'est des valeurs fondamentales. Donc, si on met de la paix pour avoir de la paix sociale, il faut garder un tissu social qui est en harmonie, bien, il faut mettre un terrain neutre où on respecte. Parce que c'est déjà appliqué pour la neutralité politique. Il n'y a personne. Alors, pour la langue, ça fait un éclat aussi grand que ce qu'il y a maintenant. Puis maintenant, bien, ça s'est apaisé. Bien, je pense qu'on va parler plus tard des enfants de la loi 21, comme on parle maintenant des enfants de la loi 101. C'est-à-dire que les choses vont se calmer et puis les gens vont voir que, effectivement, quand on arrive, parce que les gens qui pensent que c'est raciste comme projet, il y a quelque chose qui n'a pas. Pour vous, ça l'est, mais pour moi, non. Oui. Pourquoi ça ne l'est pas? Parce que ça s'inscrit dans une histoire dans laquelle les premiers à qui on a dit pas de signes religieux, c'est aux catholiques elles-mêmes. Oui, exact. L'histoire a dit, elles ont enlevé leurs signes religieux. Plus que ça, en 1997, pour s'ouvrir à la diversité, il n'y a pas de racisme là, tout au contraire. Accueillir, on va enlever les commissions scolaires religieuses pour en faire des commissions scolaires linguistiques. Les chrétiens ont
protestants et catholiques ont renoncé à des privilèges constitutionnels. Il n'y a personne qui a fait ça au Canada. Tout le monde garde ses privilèges constitutionnels d'avoir des commissions scolaires religieuses. Nous, on y a renoncé pour accueillir. Et après, on se fait accuser de racisme. Mais j'aimerais savoir, Nour, ton point de vue sur ce projet de loi. Il y a eu vraiment comme... Tu sais, on est concernés. On est concernés. Puis là, le questionnement, il a commencé à embarquer. Bien, qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que cette personne qui est en études pour enseigner au primaire ou au secondaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir tout changer. Ou même à nos enfants, tu sais, leur dire que, travailler au civil ou en tant que dans les droits, ça ne pourra pas fonctionner. Il faudrait redévier ou mettre en question... faire le choix entre ta passion et ta foi ne devrait pas intervenir entre les deux. OK. Moi, je comprends tout à fait. Je comprends l'aspect humain. Et puis, ça me touche aussi, cet aspect humain. Mais je regarde la question, un gouvernement doit gérer aussi des grands ensembles. Et il faut regarder l'avenir. C'est-à-dire que la question, soit du voile ou de la kippa ou du turban, c'est venu depuis les années 2000, notamment parce que la Cour suprême a commencé à donner plus d'importance aux libertés religieuses. Alors que dans la Charte des droits, les différentes, la liberté d'expression, la liberté de conscience ou la liberté religieuse sont au même niveau. Maintenant, dans une situation où, tout à coup, la Cour suprême est intervenue, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une clause non-obstant, pour dire, mettre de côté un peu le jugement des tribunaux pour dire la société le veut. Et moi, je pense qu'on devrait se réjouir parce que, pour une fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des gouvernements, effectivement, qui remplissent leurs promesses. Et qu'est-ce qui arriverait au Québec si on ne met pas de holà à l'intrusion du religieux? Parce que c'est ça dont on parle. Ça n'empêche pas les croyances religieuses ou la non-croyance. Ça dit que si tu as droit, toi, si tu penses que tu as le droit au respect de tes croyances, eh bien, l'autre, tu as un devoir aussi qui va avec ça, de respecter l'autre personne. Et si l'autre personne veut avoir, exemple, un professeur qui est neutre, bien, il va falloir penser à des mécanismes parce qu'une des choses que je reproche un petit peu à la loi, c'est les droits acquis. Effectivement, je ne veux pas que les gens perdent leur emploi. Même, je ferais confiance que quand les vrais professionnels de l'enseignement ont à cœur les enfants. Et depuis les années 60, ça a été toujours l'employé qui avait un devoir par rapport aux citoyens. Citoyens enfants, citoyens parents, citoyens dans toutes les phases de la société, parce que les enfants, c'est dit dans le texte de la Commission des droits de la personne, ce sont une clientèle captive. Ils n'ont pas le choix d'aller à l'école. Les parents n'ont pas le choix d'envoyer les enfants à l'école aussi. C'est une clientèle qui est influençable. Je crois quand même qu'on doit séparer la religion de l'éducation. Oui, je suis parfaitement d'accord qu'on doit la séparer. Mais la séparer, c'est comment la séparer? Parce que dans les programmes éducatifs, qu'il n'y ait pas de religion, ça, c'est de la neutralité. Je viens du Sénégal, je vous l'ai dit. Le Sénégal, la laïcité est en préambule dans notre Constitution. Qu'est-ce que ça implique chez nous? Ça ne veut pas dire qu'une enseignante ne peut pas être voilée. On a des enseignantes voilées. Ça ne peut pas dire que le chrétien ne peut pas mettre sa croix. Mais ça veut dire que dans les programmes du public, il n'y a pas d'enseignement religieux. Tu ne fais pas de catéchisme, tu n'enseignes pas le Coran, tu ne l'enseignes pas. Donc, l'enseignant, qu'il porte le voile ou qu'il ne le porte pas, il applique un programme. Donc, le programme qu'il applique, c'est le programme du gouvernement. Et c'est ce programme qui doit être laïque. Donc, la laïcité, elle s'applique à l'exercice de l'État tout le temps, mais pas aux individus. Non, pas à la personne. Et ça, c'est la définition de la neutralité religieuse au niveau de la Commission des droits de la personne. Mais c'est ça, ça c'est une définition, je te laisserai la feuille si tu veux, de la Commission des droits de la personne du Québec. L'obligation de neutralité s'applique à l'État et non aux membres de son personnel de façon individuelle. Ensuite, ceux-ci ont plutôt une obligation d'impartialité dans l'exécution de leurs tâches
attache un devoir de réserve. L'infirmière qui est en voile à l'hôpital, il a un code, un processus à suivre. Le médecin, la même chose. L'enseignant, la même chose. Le juge, la même chose. La personne qui porte ses convictions religieuses, qui n'a pas d'éthique et qui n'a pas de qui ne suit pas la déontologie, voilée ou pas, avec un kirpan ou pas, barbu ou pas, va l'exprimer. C'est ça. Donc, c'est la déontologie et le code d'éthique qui fait la différence. Mais Nour, il y a plusieurs de nos téléspectateurs qui vont sûrement se demander, ils vont donner comme argument, on n'empêche pas la personne avec un signe religieux de faire son travail. On lui demande seulement de l'enlever le temps de son travail. Qu'as-tu à répondre à cet argument-là ou ce questionnement-là? Bien, question quand même spéciale pour moi parce que c'est pas si je porte mon voile, je le porte pour moi, pas pour toi. Je l'ai pas mis juste pour venir au studio ou je vais pas y aller le mettre pour aller à l'école ou ça fonctionne pas comme ça. Je le mets vraiment pour moi et ça dans n'importe quelle condition ou n'importe où est-ce que je veux aller. Si je sais que je suis pas acceptée comme je suis dans une place quelconque, je ne vais pas y aller. Puis je ne vais pas me restreindre à des règlements comme ça que pour moi, ça obstrue à mon identité, qui fait partie de moi exactement. Je vais pas, je le vois pas. Pour moi, ça fait pas de sens. Pour toi, selon tes convictions, c'est impossible de... Elle dit justement, vous dites, Nour, que ça fait qu'on doit faire un choix. Hein? C'est exactement ça. Exemple, à l'école, on ne peut pas aller, les professeurs et les élèves ont des codes vestimentaires. Ils ne peuvent pas dire, je vais me porter ceci, cela et cela. Les casquettes sont prohibées, etc. Il y a un code. Oui. Et ça fait partie des choses acceptées. Et c'est la même chose, il y a une école, Marie de France, un collège privé, où est-ce qu'il y a un engagement où il n'y a pas de signe religieux et il y a, je ne sais pas, une 30, 40 ou 50 ethnies différentes qui vivent en harmonie. Mais c'est cette harmonie-là, on s'en va vers une société qui va être de plus en plus plurireligieuse. Comment on gère ça? Diversifiée. Diversifiée. Comment on gère ça? On gère ça en se gardant un terrain neutre, le terrain de l'État où on dit là à l'école. Pour moi, les professeurs, s'il y a des petites filles qui ont des pressions sociales, les professeurs ou les éducatrices sont des intervenantes de première ligne. Mais si elles sont elles-mêmes avec un voile ou si on a une kippa, parce que le voile et la kippa n'ont pas le même sens. Le kippa, c'est un avantage que les hommes ont. Le voile, c'est pas sûr que ce soit un avantage. En tout cas, quand on remet ça dans le Coran que j'ai lu en détail, ce n'est pas nécessairement un... D'abord, se voiler les cheveux, ce n'est pas dans le Coran. Ce n'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est obligatoire de cacher la poitrine, mais pas les cheveux. Alors donc, c'est venu quand on a vu les fins des années 70 avec l'arrivée de l'islamisme. Donc, ce n'est pas un hasard s'il y a plus de voiles maintenant qu'il y en avait dans les années 70. Même message pour tous. Oui, sauf que le voile, c'est pas la casquette. Le voile, c'est pas la casquette. Puis la liberté religieuse, elle est définie, elle est acceptée c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental au Québec, c'est un droit fondamental au Canada, c'est un droit fondamental dans le monde. Donc, vouloir ici au Québec enlever ce droit fondamental à des minorités, en plus en utilisant des clauses non-obstant, puis en plus... Je suis sûre qu'on va aussi utiliser un bâillon pour le passer à l'Assemblée nationale. C'est anticonstitutionnel. Non. On accepte ça. Qu'est-ce qu'on va accepter d'autre? On a vu les conservateurs passer des bâillons pendant tout le temps où ils étaient là. Puis pourtant, tout le monde se choquait. Pourquoi maintenant l'accepter? Parce qu'il y a une majorité qui veut que ces peurs soient apaisées. Et ces peurs n'ont pas de raison d'être. Moi, je trouve qu'il faut d'abord demander aux femmes voilées pourquoi elles sont voilées. Parce qu'il y a autant d'islam que de pays où il y a de l'islam. Oui, j'imagine que parce ce que Michel racontait, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont religieux extrémistes. Donc là, il y a des situations beaucoup plus inacceptables. Il y a d'autres personnes qui sont religieuses, qui ont des raisons totalement acceptables de porter le voile. Mais... parfois, pour certaines personnes de l'extérieur qui ne connaissent pas cette religion-là, le voile peut représenter un symbole d'inégalité entre les sexes parce qu'un homme musulman ne doit pas se couvrir. Pourquoi une femme
devrait se couvrir? Je pense que beaucoup de téléspectateurs se demandent cette question-là, Nour. Oui, mais dans le fond, pour la femme, se couvrir, c'est garder sa pudeur, garder qu'elle reste couverte et non... Puis chaque personne va le porter d'une manière différente. Comme tu as dit, il y a des extrémistes et il y en a qui l'appliquent comme bon lui semble. Exactement, en question de foi. Il y en a qui ne vont pas le porter du tout parce que, bon, ça ne leur parle pas ou qui ne sont juste pas prêts à le porter. C'est vraiment question de la personne. Et quand vous avez dit, Michel, tout à l'heure, question d'influence, là, ça rentre pas... J'en ai eu des professeurs, j'ai jamais eu une enseignante voilée, mais j'en ai eu des professeurs athées, religieux ou pas, mais la plupart, ils étaient athées. Puis, croyez-le ou non, mais leur opinion sortait très, très clairement. Oui, alors qu'une personne, pour moi, qu'une personne soit religieuse ou non, ça reste dans les pratiques de la personne. Elle veut donner son opinion, elle va le donner anyway. C'est là où, justement, je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre général. Ça, c'est un autre problème aussi. Oui, mais après, il faut voir aussi si les principes généraux qu'on a établis sont respectés. Un professeur qui s'affirme athée, moi, je pense que c'est dans une classe devant des enfants, c'est inacceptable. Mais eux, ils ne sont pas pointés. C'est les personnes qui non, sont mais visibles, je pense qu'il faut... pointer. Oui, c'est ça le problème. Moi, je n'aurais pas aimé que mes enfants aient des professeurs qui disent leurs convictions religieuses. Voilà. Je voudrais qu'ils gardent leur propre opinion. À eux qui se forment. Ils sont en formation, les enfants. Donc, il faut qu'il y ait le plus de neutralité. Et ça, c'est l'histoire. C'est pas juste l'histoire du Québec en dire, bien oui, elle est plus vieille et puis dans son temps. Non, je pense que c'est un projet de société d'avenir. Parce que si on n'y voit pas, on va avoir des tensions qui vont rester, comme il y a eu des tensions linguistiques. Et avec la loi 101, ça s'est apaisé. Maintenant, on va parler des enfants de la loi 21. Les tensions religieuses vont s'apaiser. Parce que sinon... Comme elle l'a dit tout à l'heure, plus tôt dans l'émission, c'est que il y a une éducation à l'école et à la maison. Si tu laisses ton enfant dans les bras totalement de l'enseignant, c'est sûr que c'est le parent le fautif. Mais si vous expliquez votre spiritualité ou façon de penser à votre enfant, c'est sûr que là, on montre les deux opinions. On lui montre qu'est-ce qu'il y a autour. On lui donne pas ça, c'est ça ou ça, c'est ça. Voilà. C'est vraiment une question de vivre. Est-ce que vous pensez vraiment que votre voile n'envoie aucun message? Ben, c'est un message que oui, je suis musulmane. Oui, c'est ça. Ça envoie un message. Ça envoie un message que vous avez une préférence religieuse. Alors que c'est ma religion, Hadi pas de préférence. n'envoie pas de message qu'elle a une préférence religieuse. Je la connais même pas, puis je l'ai déjà connue dans un autre cadre, et puis elle n'envoie pas de... Je ne sais pas quelle est sa préférence religieuse. Ici, je le vois. Alors, ça veut dire que devant un enfant vulnérable qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, pour qui c'est la parole du professeur ou ce qu'il est, c'est un modèle, ça veut dire que il envoie un message. Donc, le plus possible, c'est ça, c'est de mettre un terrain neutre et surtout surveiller qu'il n'y ait pas de message ni politique ni religieux. On le sait, dans le temps des fêtes, les gens, dans le temps de Noël, ils disent « Si on ne veut pas de chicane dans la famille, là, on ne parle pas de religion, puis on ne parle pas de politique, parce que sans ça, ça va mettre de la chicane. » C'est exactement ça. Michel, juste une question. Quand tu dis que le voile envoie un message, est-ce qu'un homme barbu face à un enfant lui envoie le message? Non, ça peut être un hipster aussi, un homme barbu. Et pourquoi c'est une femme? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est les mouvements féministes qui ne voient pas que c'est des femmes qui sont ostracisées. Non. Par ce projet de loi-là, oui, parce que c'est la femme voilée qui va morfler, c'est pas une autre personne. Le musulman avec sa barbe-là, qui peut influer l'enfant quand vous parlez de des musulmans pas de barbe. Oui, mais voilà, qui sont des signes religieux. Si on prend l'exemple des Sikhs, par exemple, eux portent leur turban et le rôle de leur enfance jusqu'à l'âge adulte. Et ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit de couper leurs cheveux. Fait-il de l'homme inégal à la femme parce que lui couvre ses cheveux et mais à ce moment-là, il n'y a pas une histoire où que l'homme a été pendant plein d'années soumis.
comprends? Il y aura un choix à faire. Exemple, quand il va au port de Montréal puis qu'il doit mettre un casque de sécurité, il y a un choix à faire. Oui. Ou tu portes un turban ou tu ne fais pas de ce métier-là. Ça, je suis d'accord avec C'est la vous. même chose. Si tu dois porter un casque de sécurité pour aller en moto puis tu veux garder ton turban, tu fais un choix. Là... Alors, tu as un choix à faire. Et on est une société qui fait des choix aussi, des choix collectifs. Puis il n'y a pas grand gouvernement qui ont eu le courage de le faire. Au détriment d'une minorité, on appelle ça de la discrimination. Je ne suis pas d'accord avec ça. Un choix au détriment d'une minorité, c'est de la discrimination. Un choix qui empêche à des femmes d'accéder à des emplois, on appelle ça de la discrimination. Un choix qui ferait qu'un avocat, ce qui est une profession libre, qui a payé ses études, qui a son cabinet privé, parce que cet avocat porte un voile ou porte un capé, n'a pas le droit de plaider des dossiers du public, on appelle ça de la discrimination. C'est de la discrimination. Moi, je vais plutôt poser la question autrement. Pourquoi, non pas que le projet de loi 21 crée de la discrimination, mais pourquoi la religion fait-elle une discrimination par rapport aux femmes qui portent le voile? Pourquoi les hommes ne portent rien, peuvent passer inaperçus totalement, et quand il fait très chaud, ils se promènent en manches courtes, en Bermuda. Et les femmes, on les voit qu'ils ont chaud, sont toutes habillées. Alors moi, je me dis, cette situation-là, elle est pour beaucoup de Québécois choquante parce que ça nous rappelle... Ce qu'on a et vécu, puis, ouais. on se dit, est-ce qu'on va retourner en arrière? Est-ce qu'on s'en va vers une société, non pas d'acceptation, où on va se battre pour les droits des femmes, l'égalité? Ça a été dit par Jean Charest, mais c'est bien avant. L'égalité homme-femme, c'est prioritaire. Alors, tout signe qui peut laisser soupçonner que c'est sexiste, effectivement, le voile, parce que les hommes n'en portent pas. C'est attribué juste aux femmes. Même moi, en tant que femme voilée, musulmane, je porte mon voile et je vis mon féminisme à ma manière. C'est Ouais. Ça veut pas c'est dire le que je féminisme porte... néocolonial. C'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on vous reproche, en fait. Vous êtes me reprochez à moi, ce qu'on c'est reproche ça? aux femmes québécoises en général qui veulent décider pour les femmes musulmanes, pour les Noirs, c'est quoi le féminisme? Demandez-nous qu'est-ce qu'on pense du féminisme, comment on le vit, c'est quoi notre liberté, Oui, mais comment on conçoit la liberté. ça se peut que ta croyance religieuse vienne un peu affecter ta perception du féminisme. Non, c'est pas du tout. non, du tout, pas du tout. Parce que moi, ma croyance religieuse, je ne l'exprime pas. Mais je suis solidaire avec une personne qui a le droit, c'est un droit fondamental, de porter son voile et de vivre sa religion. Mais elle peut le porter. Attends, oui, elle peut le porter. Oui, mais elle n'a plus accès. Dans certains cadres, on ne peut pas. Mais c'est ça l'ostracisme, de décider d'imposer à quelqu'un que on se fait imposer plusieurs choses. On se fait imposer plusieurs choses dans la vie. Mais pas l'habillement. Mais quand on travaille dans un... Non, pas l'habillement quand c'est un symbole religieux. Ça, c'est une liberté fondamentale, Valérie. Et cette liberté fondamentale, des gens sont en train de légiférer pour l'enlever à des minorités. Puis ça, des gens qui n'ont rien de religieux, comme moi, je n'ai rien de religieux, je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant que des personnes sont en train de défendre un projet de loi qui lui-même est sexiste en lui-même. Parce que ce projet de loi va... Non, est-ce que vous avez vu dedans que les femmes ont un traitement particulier? Non, c'est parce qu'on leur dit que si vous voulez enseigner ou si vous voulez continuer, enlevez-le votre voile, puis après remettez-le. On dit à toutes les personnes. On dit à toutes les personnes, non, mais on décide comment ils vivent. Un projet serait sexiste s'il empêchait une catégorie était ciblé. Exact. Il serait raciste s'il disait les Noirs, les musulmans, les Juifs, les Sikhs, ça vise les religieux. Non. Ça vise ceux qui vivent leur foi. Ça dit qu'il y a une minorité actuellement qui interprète leur foi de façon plus fondamentaliste. Oui. D'accord? Plus fondamentaliste, qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, là, moi, je vis dans un quartier où il y a beaucoup de femmes voilées. Il n'y a pas beaucoup dans d'autres quartiers. Je vivrais, ce serait plus des hommes avec des turbans ou des kippas si j'étais où je vivais à Outremont. Mais il y a 30 ans, non. Pourquoi? Eh bien, c'est ça qu'il faut gérer. Qu'est-ce qu'on fait devant cette diversité-là? Voilà. C'est dans 30 ans. Mesdames, c'est un sujet
extrêmement important. Oui. Hadi Sow, Nour Jafal, Michel Sirois, merci beaucoup. On aurait pu encore en parler très, très longtemps. C'est un sujet qui vient nous chercher par les émotions et c'est normal. Mais moi, je suis très contente qu'on ait pu montrer aux téléspectateurs que c'est possible d'aborder des enjeux sensibles, même si on n'a pas tous les mêmes opinions. Oui, L'important, c'est de discuter et de se respecter. Et de se respecter. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, les Merci filles. à toi, Valérie. Merci beaucoup. Oui.